Bonsoir à toutes et à tous. Oh là, moi ça va. Il était pas ouvert. Ah. Alors je vais donc procéder à l'appel. Bah il marche plus maintenant. Si, oh, ça marche. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranc. Présent. Madame Catherine Kerlidou. Présent. Monsieur Jacques Lomaillet. Présent. Madame Joëlle Leplat. Présent. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Présent. Monsieur Alain Guermont-Pré. Présent. Madame André Castro. Présent. Madame Annick Brabant. Présent. Madame Roselyne Garminck. Monsieur Abdel Mercous. Madame Dominique Vandendrich. Monsieur Philippe Deloup. Présent. Madame Pascale Miano. Présent. Madame Christine Boulanger. Monsieur Philippe Stevens. Présent. Madame Angélique Ouattrelot. Présent. Madame Soisic Van den Est. Absente, excusez, pourvoir à Monsieur Malbranc. Monsieur Guénin Aurélien, présent. Monsieur André Novak. Absent, excusez, pourvoir à Mélanie Roberts. Monsieur Jérémy Rodsard. Madame Aude Auchat. Absente, excusez, pourvoir à Monsieur Jérémy Rotsard. Madame bon Mélanie Roberts. Présent. Monsieur Daniel Bourgois. Présent. Madame Christelle Van der Merch. Monsieur Mathieu Johnston. Très bien, merci Monsieur Guénin. Merci de mettre à disposition le micro. Je vais donner maintenant lecture des procès-verbaux de la dernière séance du Conseil municipal. Vous trouverez sur table la liste des décisions, contrats et conventions prises. Je vous rappelle qu'il est possible de les consulter si vous le souhaitez au service des affaires générales. Voici maintenant les délibérations votées lors du Conseil municipal du jeudi 11 février 2021. 21-01, pardon. Débat d'orientation budgétaire 2021. 21-02, créance irrecouvrable, admission en non-valeur. 21-03, ouverture anticipée de crédit 2021 en section d'investissement. 21-04, restaurant tendance et fraîcheur, remise de dette, complément à la délibération du 17 décembre 2020. 21-05, modification de la délibération numéro 20-89 du Conseil municipal du 17 décembre 2020. 21-06, dotation de soutien à l'investissement local 2021, le DZIL. 21-07, personnel municipal, actualisation du tableau des effectifs, création de postes. 21-08, organisation du séjour à Cassis 2021. 21-09, intégration de la ville de Lers dans le dispositif du plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI, porté par la MIE de Roubaix. 21-10, signature d'une convention relative aux modalités d'accès aux données du portail cartographique métropolitain des logements locatifs sociaux passés entre la commune et la métropole européenne de Lille. Y a-t-il des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Donc je mets au vote cet ensemble. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, nous ouvrons l'ordre du jour de la séance de ce jeudi 11 mars. Premier sujet, donc, intégration dans le budget communal de 2021, des soldes antérieurs, reprise anticipée des résultats avant le vote du compte administratif 2020. Alors, le résultat comptable de l'exercice 2020, selon la situation établie au 19 février dernier, fait apparaître un excédent en section de fonctionnement de 2 719 116 € et 8 centimes. Et en section d'investissement, un besoin de financement de 454 963 € et 24 centimes. Après constatation des restes à réaliser et à recouvrer. Aussi, il est proposé d'affecter ces résultats comme suit, et ce conformément au décret numéro 2001-563 du 25 juin 2001. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, 454 963 € et 24 centimes. Et au compte 002, report de fonctionnement, 2 264 162 € et 84 centimes. Précision étant faite que l'affectation définitive des résultats sera prise en compte lors du vote du compte administratif 2020. Y a-t-il des remarques, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. Je mets au vote. Qui valide cette délibération pour cette reprise anticipée des résultats? Je vous remercie. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
Délibération suivante. Subvention municipale 2021. Je tiens à vous rappeler la procédure légale pour le vote des subventions municipales. Les conseillers municipaux siégeant dans le bureau ou le conseil d'administration d'une association ne peuvent pas prendre part au vote de la subvention les concernant, y compris lorsqu'ils y ont été désignés en conseil municipal. Nous allons donc organiser le vote en plusieurs étapes, comme les années précédentes, afin de maintenir le quorum. Je vous propose donc de procéder en 4 temps. Premièrement, l'approbation des montants attribués aux associations dans lesquelles aucun élu ne siège dans le bureau ou le conseil d'administration. Ensuite, approbation des montants attribués aux associations dans lesquelles des élus siègent au sein du bureau ou du conseil d'administration, avec tout d'abord les subventions pour le comité des œuvres sociales du personnel, le club des 4 vents, le LOS tir à l'arc et le LERS Omnisport, puis celles attribuées à Artanim, Pirouette Théâtre, l'ERS historique, les Amis du Jardin, les Volants Lersois et Rando Lers. Et enfin, les subventions accordées au CAPA, au LOS Gym et à Ordilers. Comme le vote se déroulera en 4 étapes, avec un nombre de présents et de votants différents, 4 délibérations distinctes seront envoyées en préfecture. Elles se trouvent normalement sur table. Y a-t-il des questions pour ce vote opératoire qui est habituel, que nous pratiquons tous les ans? À la différence, par contre, cette année, compte tenu des contraintes, je vous propose qu'au lieu de faire sortir les gens, on leur demande de rester à leur place et de simplement ne pas voter. Comme ça évitera des circulations, des croisements. Vous savez qu'on doit tous respecter les gestes barrières, je ne vais pas vous l'apprendre, et qu'on doit éviter au maximum les croisements. Donc si vous en êtes d'accord, on va procéder comme ça. Donc on demandera simplement aux gens, au lieu comme habituellement de sortir, de rester assis, mais de ne pas voter, bien sûr, pour ne pas fausser les résultats. Ça vous va? Tout le monde est d'accord? Pas d'objection, pas de remarque, pas d'opposition à cette décision? Ok. Enfin, à cette proposition. Alors, premier groupe, les subventions municipales d'associations et d'institutions où aucun conseiller municipal ne siège au sein d'un bureau ou de conseil d'administration. Donc vous avez sur table, vous avez la liste qui commence par le Centre communal d'action sociale et qui se termine par les clowns de l'espoir tout en bas. Nous sommes tous d'accord, vous avez ce document. Il n'y a pas d'objection, tout le monde peut participer au vote. Aucun d'entre vous, aucune d'entre vous ne fait partie d'un bureau. Une remarque? C'est bon? Donc je mets au vote la validation de ces subventions pour ce premier groupe qui est pour. Voilà. Ah, bah si, bien sûr, oui, pardon. Oui, merci de me le rappeler. C'est une délibération, elle est faite pour être délibérée. Allez-y. Alors, bon, par contre, je vais faire une intervention qui sera commune pour les 4 délibérations, parce que je pense que si je la répète à chaque fois, ça risque d'être un peu long pour l'auditoire. Donc je vous remercie, monsieur le maire, pour bien sonder la portée du projet qui nous est présenté, divisé en 4, on l'a bien compris. Il me semble utile de l'observer. Attendez, il y a un problème. Il me semble utile de l'observer sous 2 angles. C'est bon? Je disais, pour bien sonder... Ouais, effectivement, il y a un problème de micro, je pense. Pour bien sonder le... Je ne peux pas faire mieux à part le mettre dans ma bouche directement, mais là, c'est... Trop près, là, du coup. Changer le micro, peut-être. Pas tout le même moment, hein. Dans l'autre sens, les filles. Je disais... Merci. Pour bien sonder la portée du projet qui nous est présenté, il me semble utile de l'observer sous 2 angles. Je l'aborderai donc dans une première partie par un angle structurel, celui-ci pouvant être examiné de manière générale ou particulière. Premièrement, comment peut-on lire les tendances générales de la politique lersoise d'attribution des subventions? C'est d'abord un état des lieux sans équivoque, une tendance à la baisse des subventions de fonctionnement. Cette année encore, dans le commentaire du budget primitif de la ville, la ligne consacrée aux diverses associations suivant le tableau de répartition diminue. Elle était de 103 016 € en 2020. Elle sera cette fois de 97
100 €, soit une baisse de 5 916 €. Alors je sais, vous me direz que c'est lié au contexte particulier des déclarations, certes, mais depuis les 7 dernières années, cette ligne a diminué 5 fois. En valeur absolue, elle a reculé de 19 400 € depuis 2014, quand elle provisionnait 116 500 €. On s'éloigne donc de la circonstance exceptionnelle. Si on veut contribuer constructivement, dépasser la critique facile, il est nécessaire de regarder plus loin et de se tourner ensuite du côté des causes. L'auditoire m'excusera dès lors d'être un peu précis. Le calcul d'ERSOA, que l'on qualifiera d'ascendant, se base sur une valeur monétisée d'un point qui, multiplié par les éléments d'activité déclarés par les associations, par exemple le nombre d'adhérents, détermine le montant de la subvention. C'est le principe de la multiplication. À valeur de points constante, ce qui est le cas à l'air, c'est ce qui vous fait dire que la subvention ne diminue pas, une baisse du montant total traduit donc une baisse d'activité des associations. Une baisse sur la durée, telle qu'on vient de la voir, souligne par conséquent un ralentissement d'activité sur la durée qui ne peut que refléter des difficultés chez plusieurs d'entre elles. Or, le mécanisme actuel ne peut qu'accompagner, voire accentuer une pente glissante qui devient dangereuse pour les prix fragiles. Je vous enverrai mon document, ne vous inquiétez pas. En effet, une baisse d'activité provoquant une baisse de subvention n'entraîne pas forcément une diminution équivalente des dépenses. Certains frais, dont les principaux, sont fixes, c'est-à-dire indépendants de l'activité du nombre d'adhérents. Je pense notamment aux rémunérations d'un salarié, mais également aux prestations d'entraide ou humanitaires. Une association scolaire, par exemple, bénéficie à l'ensemble des élèves, indépendamment du nombre des parents adhérents. Il en est de même pour la seule bibliothèque associative présente sur la commune. Donc, comment sortir de cette spirale ? Vitalis Velers propose, entre autres, d'inverser le mode de calcul, de passer d'un système ascendant, la multiplication, à un système descendant, la division. La ville fixe un montant annuel global qui est ensuite divisé par les points obtenus par les associations. Dans ce scénario, malgré le contexte difficile qu'elle traverse, le montant total disponible pour les subventions de fonctionnement aurait été le même cette année que l'année dernière. Deuxièmement, que nous enseigne un zoom plus détaillé sur les types d'associations ? Le terme à retenir est ici déséquilibre. Les associations sportives absorbent, vous le savez, à elles seules 72% de l'enveloppe des subventions. Vous me direz, elles ont des frais de contrainte et contraintes que d'autres n'ont pas. C'est vrai, et partout, elles perçoivent plus que les autres associations dans les autres collectivités, sous-entendu. Pourtant, si depuis 2014, le total alloué aux associations sportives a stationné, le total attribué aux associations culturelles a lui reculé de 23%. Cela fait plusieurs fois que je signale ce décrochement. J'ai déjà donné l'exemple du travail du foyer de l'Amicale laïque, puis une autre année de Diapason. Sur ce constat, l'ajustement il y a 2 ans d'un critère supplémentaire pour les représentations ne corrige pas le défaut structurel. Les associations culturelles perdent encore cette année un total de 1 800 € de subventions de fonctionnement. Leur niveau n'a jamais été aussi bas depuis 2014. Là aussi, tournons-nous vers les causes. La pondération de leurs critères particuliers est insuffisante. Une telle baisse sur une si longue période ne peut que surligner des difficultés structurelles. Ma deuxième proposition est donc de revoir en profondeur les critères des associations culturelles et éducatives et leur pondération. Pour ce faire, une concertation collective des associations culturelles doit, selon Vitalis Velers, être menée comme cela avait été fait avec l'Ars Omnisport Football pour les critères sportifs. Dans le contexte que nous rencontrons, cela ne peut plus attendre. Ma seconde partie est par conséquent consacrée à l'angle d'observation conjoncturelle. Il est évidemment impératif d'aborder les conséquences de la crise sanitaire. J'avais demandé, lors de la commission réunie en janvier, un maintien des subventions de fonctionnement. À la lecture des chiffres qui viennent d'être énoncés, je comprends mieux pourquoi Monsieur le maire avait jugé cette réunion improductive, cette proposition n'ayant pas été retenue. J'avais également proposé à cette occasion l'établissement d'un fonds d'urgence pour soutenir les plus fragilisés. Est-il instauré ? Oui. Pour 6 000 €, provisionnés, avec sollicitation à venir pour un paiement plus tard ? Cela ne me dérange pas. Une fois la subvention de fonctionnement versée, il faut bien instruire les demandes complémentaires. C'est donc un effort volontariste ? Non. Pourquoi ? Parce que ces 6 000 € ne sont que l'économie faite sur les déclarations des associations cette année. Pour rappel, c'était 5 916 €. La ville ne fait donc objectivement aucun effort en 2021 par rapport à 2020 sur la ligne réservée aux subventions aux associations. Dans un tel cas, elle aurait maintenu les subventions de fonctionnement pour y ajouter un fonds d'urgence complémentaire pour les plus fragilisés.
ce n'est pas ce que propose ce projet. Or, lorsque la question d'une aide plus accrue et volontariste est posée, la réponse est toujours la même depuis 10 mois. Je n'ai pas de boule de cristal. Nos indicateurs, et d'ailleurs je salue le travail de M. Guermont-Pré sur le questionnaire envoyé aux associations au mois d'octobre à ce sujet, ne démontrent pas, entre guillemets, les associations en souffrance. Ne démontrent pas que les associations sont en souffrance, pardon. L'ERS semble donc vraiment être un microcosme. Une enquête nationale du Comité national olympique démontre une baisse des adhésions pour 67% des clubs. Cette baisse, en moyenne, est de 26%. Elle signifie, à l'échelle nationale, un déficit de 376 millions pour les associations sportives. Plus près, les villes voisines regorgent d'initiatives. La Voix du Nord, cette semaine même, avait relaté le cri d'alarme d'associations de proximité, rappelant le rôle social prépondérant qu'elles prennent. À l'ERS, le club de football a lancé cet hiver un appel aux dons. L'association Rémanence, faute de spectacle, a mis la clé sous la porte dès juin. N'attendons pas la prochaine dissolution, aidons nos associations. Si ce n'est directement, faisons-le indirectement. J'avais à ce titre proposé, lors de cette toujours même réunion de janvier improductive, et c'est ma 3e proposition de cette intervention, d'instaurer une aide aux Lersois pour un retour à la vie associative. Ce chèque ou passe doit permettre aux Lersois, quelles que soient les conditions d'âge, de retourner vers une association locale dès que cela sera possible, sans crainte d'une nouvelle saison blanche, qui sera un gros frein aux nouvelles adhésions. En agissant de la sorte, nous soutiendrons indirectement les associations et faciliteront un retour ô combien important à la vie sociale active et culturelle. Merci, monsieur le maire. Bien, y a-t-il... Monsieur Rotsa. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Vous nous avez dit au dernier conseil que vous travaillez, conjuguant le verbe à tous les temps. Travailler, c'est bien, mais avec plus de réflexion, c'est mieux. Nous avons une multitude d'exemples, comme donner des repas froids aux élèves de primaire pendant les 3 semaines les plus froides de l'année, en le décidant 10 jours avant, sans que nous puissions y réfléchir, lancer un numéro de téléphone spécial vaccin alors qu'il n'y avait pas de vaccin, la suppression de toute activité et manifestation... Vous pouvez rester sur le sujet des subventions. J'arrive. Suppression de toute activité et manifestation culturelle sans réfléchir à des alternatives, et maintenant donc le sujet des subventions. Il s'avère que sur ce sujet, nous n'avons pas beaucoup avancé. Après 1 an de crise sanitaire, la ville aurait pu faire un effort. Il ne faudrait pas faire croire que les associations, tout comme certaines entreprises ou comme certains particuliers, n'ont pas de besoins financiers ou logistiques supplémentaires dans cette situation inédite. Tout se pataquès autour de ce sujet, sondages, réunions, commissions réunies, fichiers Excel indomptables, pour accoucher d'une souris et encore. Pour les subventions ordinaires, toujours une disparité entre les associations culturelles et sportives. Elles sont en baisse pour certaines associations qui ont eu une baisse effective jusqu'à 30%. Ce critère de subvention aurait pu être maintenu avec les chiffres de l'année 2019-2020. Donc, vous l'aurez compris, nous nous abstiendrons sur ce vote des subventions. Merci. Bien. Alors, je vais essayer de répondre au sujet des subventions, parce que si vous le permettez, je vais rester sur le sujet de l'instant, que sont les subventions. Alors, je vais essayer de répondre à Monsieur Johnston d'abord. Je vais pas vous faire l'injure, parce que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir lire les tableaux que nous vous avons mis en commission finance, pour savoir lire le tableau. Vous me parlez de subventions de fonctionnement. Alors, pour être très précis, les subventions de fonctionnement, ce qui fait fonctionner nos associations, nous leur avions versé 66 282 €. Je parle de subventions de fonctionnement. En 2020, et nous allons verser, sous réserve que nous le votions, 65 330 €. C'est-à-dire un écart de 1,43%, vous qui aimez les chiffres. Ceci pour démontrer quoi? Que ce chiffre est basé bien sûr sur le calcul du nombre d'adhérents par association et que celui-là est le vrai reflet de l'activité, du nombre d'adhérents de nos associations. Le chiffre que vous prenez au montant total tient compte de subventions sous conditions qui sont aléatoires, surtout en cette période. Vous en serez d'accord avec moi? Je ne vous ai pas interrompu, vous me laissez terminer. Merci.
De subventions de participation pour les fêtes les fêtes locales, là aussi on est dans une situation un peu compliquée. Des subventions pour anniversaire, là aussi aucune n'a pu le faire, bien évidemment. Donc tout ça, si j'ajoute ces différents items, on arrive à un différentiel effectivement qui se creuse, je suis d'accord. Mais ce qui me paraît important pour une association, c'est sa subvention de fonctionnement. Je répète donc, il y a un delta de 1,43% seulement d'écart de ce que nous allons verser, si nous le votons, à nos associations. J'entends que vous voulez vous abstenir. Ok, dont acte. Moi, je vous signale simplement qu'on envoie un message fort et clair aux associations. C'est pas la peine de dire il faut faire ceci, il faut. Moi, on est nous dans l'action. Très clairement, en 2020, je vais juste vous rappeler une chose. On avait voté au mois de mars. Début avril, l'ensemble des associations avaient reçu leur subvention de fonctionnement. J'espère qu'on va pouvoir faire la même chose si on le vote de façon majoritaire. Et j'en ai la certitude. Ceci pour dire qu'on va aussi faire l'effort cette année de verser de l'argent à des associations, de l'argent municipal, vous êtes d'accord avec moi, l'argent de la collectivité, à des associations, faut bien quand même le savoir, qui n'ont pas eu beaucoup de dépenses, ni de recettes. Je peux terminer ? En ont-ils besoin? C'est une autre question intéressante. Donc, pour savoir quel est leur besoin, on a fait le questionnaire dont vous avez parlé. Je reprendrai pas l'expression un peu désagréable qui a été portée par rapport à ce document sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on vous a présenté en commission réunie, effectivement, sur lequel on a quasiment terminé de travailler. En ce sens qu'on a détecté qu'il y avait au total une dizaine d'associations qui étaient potentiellement à regarder de près. Sur les 10, on en a reçu 7. Enfin, plus exactement, aujourd'hui, on n'a pu en recevoir que 6. La 7e, on la recevra, je l'espère, très bientôt. Là, on est lié à des contraintes médicales. Sur ces 6 associations, la grande majorité nous ont dit, on va bien. On va pas bien moralement. On va pas bien en termes d'avenir, on ne sait pas, effectivement. Mais en tout cas, concrètement, à aujourd'hui, on résiste. Je rappelle qu'on n'est pas là non plus pour donner de l'argent à des associations qui nous disent, dans le blanc des yeux, ou qui nous ont écrit dans le document à qui on a envoyé à tout le monde, qu'on va vous donner de l'argent, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et ils ont l'honnêteté, la clarté de nous le dire. Donc on est vigilant, on est à l'écoute des associations, on a fait un focus sur celles qui nous semblaient importantes ou qui nous avaient interpellés. On a fait ce travail-là, on est quasiment au bout. Donc je pense qu'on fait le travail pour accompagner les associations. C'est pas tout de dire il faudrait que les bilans... Oui, j'ai bien vu, je termine. C'est pas tout de dire que en France c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les associations lersoises. On leur a posé des questions très claires dans ce questionnaire. Ils nous ont répondu. On a analysé une dizaine, on a été au bout du sujet avec eux. Je pense qu'on fait le travail, messieurs, et que ce travail, il est fait en écoutant nos associations, pas sur ce qui se passe ailleurs. Je suis d'accord qu'au global, on peut parler des plans en France, dans la région, au nord, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre tissu associatif lersois. C'est ça qui nous motive. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus qu'on a fait du boulot. Et c'est là-dessus qu'on vous demande de nous accompagner. Alors, si vous ne votez pas, ok, dont acte, c'est votre choix. En tout cas, on a la volonté, nous, de les avoir écoutés cette année. Et surtout, comme je l'avais dit en commission réunie, l'aide, elle va pas s'arrêter à cette année parce qu'on sait que l'année prochaine sera certainement plus compliquée. On le sait. Mais on va pas déjà leur donner de l'argent maintenant en ne sachant pas de quoi après-demain sera fait. Donc on a des clauses de revoyure avec ces associations. On renverra le même questionnaire. On reposera les mêmes questions. On rencontrera éventuellement les associations qui nous ont dit, parce que certaines qu'on a reçues, qui nous semblaient un peu... pour lesquelles il nous semblait intéressant de faire un focus, elles nous ont dit, effectivement, cette année, ça va. L'année prochaine, on ne sait pas. Bon, on est d'accord, on ne sait pas. Nous non plus, elles non plus. Donc on les reverra, et s'il faut les aider, on les aidera, bien sûr. Mais je pense que nous sommes tous responsables autour de cette table des deniers publics. On n'est pas là non plus pour les distribuer à des gens qui, honnêtement, nous disent clairement, ça va. Je répète, ça va financièrement, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils ont le moral au beau fixe. C'est pas du tout ça. Mon message est très clair. On est en train de parler de subventions, donc on parle que d'argent. Donc sur ce sujet-là, en tout cas, c'est la politique qu'on a voulu mener. On les a reçus.
Je vous dis toutes sauf une. Voilà, mais je pense pas que ça va faire non plus la révolution sur le positionnement de cette association. Quand on aura vu tout le monde, on vous en fera un retour, parce que ça me paraît important, mais il faut qu'on ait tous les éléments. On va pas faire un point intermédiaire, et vous saurez effectivement ce en quoi on pourra aider ces associations. Là aussi, si vous nous suivez, si vous votez avec nous, l'accompagnement de ces associations, c'est quelques associations, et je vous dis que ce sera moins que les doigts de ma main. Voilà ce que je voulais vous répondre sur les subventions. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a toujours voulu être présent et répondre, mais on doit répondre dans la mesure de ce qui est nécessaire de faire, mais pas sur des grands principes en disant qu'on va donner de l'argent, alors qu'objectivement, les gens nous disent « ça va, on serre les coudes, mais ça va ». Je pense qu'on est dans une démarche tout à fait fondée, logique et cohérente. Voilà ce que je voulais vous répondre. Oui, attends, Alain. Alain ? Je voudrais simplement revenir sur quelques chiffres que vous avez annoncés. Je vais parler des associations sportives. Sur les 23 associations sportives versoises, omnisport et non-omnisport, la baisse des adhérents est exactement de 6%. Nous avions en 2020 3672 adhérents, nous en avons en 2021 3741, 94%. Donc on est loin des 30% annoncés par certains, ce qui ne m'étonne pas quand j'entends M. Rossard dire en visioconférence que le football à l'ERF compte à peu près 400 adhérents. Je vous invite, M. Rossard, à me retrouver un de ces dimanches autour du terrain pour un club qui a quand même 668 adhérents en 2021. Merci. Monsieur Johnston. Oui, monsieur le maire, et sans agressivité, qui n'ont pas lieu d'avoir autour d'une table de délibération, puisque par définition, une délibération, c'est un débat d'idées et non pas un combat de coq. Donc je rentrerai pas dans ce genre d'échange. Néanmoins, monsieur le maire, vous l'avez dit, je vous en remercie, vous avez souligné que je savais lire un tableau, et en l'occurrence, je sais comparer deux lignes, sans commentaire et sans débat, la ligne diverses associations suivant tableau de répartition au 26 février 2021, 97 100 €. L'année dernière, elle était 5 400 € au-delà. Point. Oui, c'est un constat. Deuxièmement, pour compléter la réponse de monsieur Guermont-Près, d'abord, il ne pourra pas aller autour du terrain de foot parce qu'il sait pertinemment que la fréquentation des installations sportives ouvertes est interdite pour le public, donc il faudra attendre. Arrêtons le combat de coq, merci. Ensuite, c'est aimable. Ensuite, je voulais préciser que l'enquête qu'il a fait, et j'ai contrairement à ce qu'il semble vouloir dire pour M. Rothard, j'ai félicité de cette enquête. La donnée importante qu'il faut mentionner, c'est que cette enquête, sauf à me tromper, elle était faite au mois d'octobre, et que la donnée a changé depuis. Un confinement, puis un autre, et repassé par là. Les associations telles que celles qui fréquentent les installations couvertes ont fermé depuis, ont perdu des adhérents qui ont demandé des remboursements. Leur situation financière n'est donc forcément plus la même aujourd'hui que celle qui était il y a 6 mois, avant 2 confinements que nous venons de traverser. Et donc il est très important de maintenir ce contact de suivi des associations et de prévoir, là était mon propos, une enveloppe suffisante pour pouvoir y répondre, puisque c'est une année particulière. Or, je le répète, mais c'est un fait, l'enveloppe disponible pour les associations l'année prochaine, dans le contexte paradoxalement que nous connaissons, est la plus basse depuis plus de 10 ans. Ok, plus de remarques, plus de questions. Alors j'ajouterai juste une remarque, puisque je vois que les 6 000 € vous travaillent beaucoup, monsieur Johnston. Le différentiel, je vous rassure, vous avez vu apparaître dans le budget un montant de 6 000 €. Alors, ça c'est juste, entre guillemets, pour vous faire plaisir, si je peux me permettre. Ce différentiel, nous allons le mettre à la disposition des associations. Je sais, c'est écrit. Sauf que, uniquement pour participer au prorata du nombre d'adhérents à
la participation aux besoins Covid, c'est-à-dire masques et compagnie, gel, etc. Donc, ça n'est que cette partie-là pour l'ensemble des associations que nous mettrons en avant, on en reparlera, mais on reparlera de ce sujet de façon globale quand on aura fini notre constat des associations, entre guillemets, que je vais appeler potentiellement en difficulté. Il nous en manque une, on ne peut pas le faire à aujourd'hui, j'en suis bien désolé, c'est pas de mon fait, mais en tout cas, comptez sur nous pour vous faire ce retour-là, bien évidemment, puisque de toute façon, on le passera au prochain conseil municipal, puisque si on le décide et qu'on est tous d'accord, on votera, enfin en tout cas ceux qui seront d'accord, voteront pour ces subventions exceptionnelles aux associations qui en ont le besoin, et seulement aux associations qui en ont le besoin cette année. Voilà. Alors, on va passer au vote. Concernant ce premier ensemble de subventions, là, tout le monde pouvait voter. C'est ça, me semble-t-il? C'est ce qu'on m'avait dit. Donc, c'est la feuille qui commence par, je l'ai dit, Centre communal d'action sociale et qui se termine par les clowns de l'espoir. Plus de remarques, plus de questions. Donc, qui valide cet ensemble de subventions pour ce premier groupe? Je vous remercie. Qui s'abstient? Merci. Deuxième groupe de subventions municipales, associations et institutions dans lesquelles des conseillers municipaux siègent au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. Donc il y a le comité des œuvres sociales du personnel, le club des 4 vents, l'Air Somnisport tir à l'arc et l'Air Somnisport. Donc là, je dois demander à qui de ne pas voter, je ne sais plus. Non. J'ai pas retrouvé le document, désolé Corinne. Il n'y a que toi? Je l'ai pas. Vous pouvez me le laisser? Alors attends. Alors je sais pas. Celui-là? Ah, d'accord, ok. Autant pour moi, je l'avais, mais pas dans la bonne chemise. Mais c'est moi qui l'ai mis dans une mauvaise chemise. Donc, je parlais des subventions attribuées au comité des œuvres sociales du personnel du club des 4 vents, du LOS tir à l'arc et du LER Somnisport. Donc, je demande à madame Leplat, monsieur Guermont-Pré, madame Garminck, monsieur Mercours et monsieur Stevens de bien vouloir ne pas voter. Nous sommes d'accord, donc je mets au vote cet ensemble de subventions que vous avez sous les yeux. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est noté. Troisième groupe de subventions municipales, associations dans lesquelles des conseillers municipaux siègent au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. Artanime, les Amis du Jardin, la Pirouette Théâtre, Rando Lers, les Volants Lersois, et l'ERS historique. Là, je demande à monsieur Malbranc, monsieur Lomaillet, monsieur Deloup, monsieur Guénin et la voix qui représente monsieur Novak, c'est vous, hein, de bien vouloir ne pas voter. Donc, je mets au vote qui est pour cette délibération concernant ces associations. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est noté. Et enfin, quatrième groupe association, donc dans lesquels des conseillers municipaux siègent au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration pour le CAPA, Ordilers, l'Air Somnisport Gymnastique. Donc là, je demande à messieurs Malbranc, madame Kerlidou, monsieur Guermont-Pré, madame Castro, madame Brabant et madame Garminck de bien vouloir ne pas voter. Donc, qui est pour cette quatrième délibération? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est noté. Délibération suivante. Vote de taux des taxes locales pour l'année 2021. Conformément à l'article 1636B du Code général des impôts, le conseil municipal fixe chaque année le taux des impôts locaux. La taxe d'habitation
Étant supprimé à compter du 1er janvier 2021, le calcul du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond désormais au cumul du taux communal et du taux départemental, tandis que la réforme n'a aucun impact sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Je vous propose donc de ne pas modifier les taux des taxes locales et d'appliquer les taux suivants pour l'année 2021. Taxe foncière sur les propriétés bâties, donc un total de 44,44% qui correspond aux 25,15% initiaux de la commune, auxquels s'ajoutent les 19,29% de la taxe départementale. Et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, un taux de 62,28% aussi inchangé. Y a-t-il des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Je mets au vote cette délibération. Qui est pour cette délibération? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Remise gracieuse de loyers et de charges pour les baux souscrits avec les restaurants Le Limitrophe et Tendance et Fraîcheur. Dans le cadre des mesures sanitaires adoptées pour lutter contre la propagation de la Covid-19, l'activité du Limitrophe et de Tendance et Fraîcheur est suspendue ou nettement réduite depuis la décision de fermeture des restaurants par l'État depuis le 30 octobre dernier. Depuis le 16 janvier, un couvre-feu s'applique dès 18h et empêche ces commerces de pratiquer la vente à emporter en soirée, leur interdisant quasiment toute activité. En conséquence, je vous propose de procéder à une remise gracieuse de dette pour la totalité des loyers et charges pour la période du 1er février au 30 avril 2021, selon les modalités suivantes. Pour la société Le Limitrophe, remise de dette de 1 464,93 € pour la période du 1er février au 30 avril. Pour la société Tendance et Fraîcheur, remise de dette de 14 528,88 € pour la même période du 1er février au 30 avril. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire. Oui. C'est bon? Non. Le projet de délibération indique une remise gracieuse pour la totalité des loyers et charges. Si tel est bien le cas, je voulais, avec Vitali Zeller, vous remercier pour l'attention que vous avez pu porter à ma demande d'adaptation de l'aide depuis l'extension du couvre-feu à 18h, qui a considérablement réduit les possibilités de vente à emporter. Il me reste cependant un besoin de précision concernant une partie de cette délibération pour être complètement satisfaite. En effet, concernant le loyer de Tendance et Fraîcheur, il est inscrit 4 283,30 centimes par mois. Or, le compte-rendu du conseil municipal du 11 février indique qu'un mois de loyer s'élève à 4 629,60. Si tel est bien le cas, une exonération totale de 3 mois de loyer s'élèverait non pas à 12 849,90, comme indiqué au projet de délibération, mais à 13 888,80. Pouvez-vous donc m'expliquer cette différence? Merci. Oui, pour moi, cette différence, elle est exprimée, elle est dans le calcul de charges, sauf erreur de ma part. C'est bien ça? Non, parce que les charges sont identiques. Écoutez, bonne question. À l'instant T, j'ai pas la réponse. Parce que apparemment, il y a une augmentation annuelle, l'augmentation normale. Oui. Donc ça, je l'ai pris en compte. Mais si dans l'extrait du compte-rendu du 11 février, il est bien noté le loyer mensuel étant de 4 629,60. Et là, on passe sur une base à 4 002. Ben oui, c'est avec les charges. C'est bien ça. Non. Les charges sont à part. Oui, mais le montant total est correct. C'est bien le loyer plus le calcul de charges qui est repris dans la délibération. Le montant du loyer n'est pas bon. Parce que dans le compte-rendu du 11 février, vous notez que le loyer est de 4 629,60. Donc avec le reste à charge de 500 € qui était prévu à cette époque-là, on arrive à un loyer de 4 129,60. Et là, vous notez que le loyer est de 4 283,30. Donc il est moins cher. Je regarde, je cherche. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas les 500 € qui auraient été déjà déduits? Ah non.
Vous m'accordez une seconde? Si je peux me permettre, je viens de faire le calcul, on retombe même pas sur le... Parce que si on considère, comme vous le dites, on croit à votre bonne foi, si c'est charges incluses, comme vous semblez le dire, on doit retomber exactement sur le montant de 1678 qui est indiqué en bas de cette projet de délibération. Or, lorsque l'on fait la différence 13 888 moins 12 849, comme vient de l'indiquer Mme Van der Merch, on retombe sur 1038 €. Donc, on retombe pas sur le même chiffre. Oui, 4629 avec la revalorisation. Je sais pas. C'est-à-dire que comme c'est la délibération qui va donner l'autorisation, c'est important d'être très précis. On est d'accord. C'est pas pinailler, j'insiste, c'est pas... Vous faites bien, mais c'est pas la peine, c'est bien pour ça qu'on regarde, hein, monsieur. Monsieur le maire, je vous propose de quand même passer au vote et puis que vous remettez... Non mais qu'on vote ce montant-là et que si besoin d'un réajustement, on le fera au prochain conseil. Quoi. L'important, c'est de se garantir le principe de la totalité du remboursement. Il y a peut-être une erreur de plus, je ne sais pas vérifier. On va vérifier si vous en êtes d'accord. Merci de m'avoir fait la remarque. En tout cas, on souhaite appliquer la même logique qu'on avait appliquée précédemment. Là aussi, on souhaite l'appliquer. A priori, pour l'instant, on la vote pour 3 mois. Nous verrons bien. Bien évidemment, si l'activité redémarre, on arrêtera cette exonération de loyer. C'est exactement de la même forme que ce qu'on avait proposé en fin d'année dernière. Donc on va regarder. Donc je vous demande si vous voulez bien d'accepter ce montant-là. On va regarder effectivement le différentiel qui peut venir. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Donc je mets le vote pour cette délibération de remise gracieuse de loyer qui est pour. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux, merci pour la remarque. Alors, nous passons maintenant au vote du budget primitif 2021. Alors, vous m'accordez une petite seconde parce que j'ai mis... Et coupé. Pardon. Alors, nous allons vous présenter le budget sous la forme, puisque chacun d'entre vous l'a reçu sous la forme détaillée, bien évidemment. Et donc là, nous allons le présenter sous la forme du PowerPoint que nous présentons chaque année. Pour information, ce PowerPoint est aussi retransmis, si tout va bien, directement sur les réseaux, également en parallèle. Donc tous les gens qui nous suivent à distance pourront profiter au même temps de cette présentation. Alors, budget primitif 2021. Vous voyez qu'on prend de plus en plus de risques. La fois dernière, on faisait que transmettre de l'image. Maintenant, on transmet aussi des documents. Je ne sais pas ce qu'on fera de plus la prochaine fois. On verra bien. Alors, budget primitif 2021. Pour l'année 2021, le volume budgétaire est légèrement inférieur à celui de l'année 2020.
Les crédits sont ouverts à hauteur de 17 279 168 €, soit 235 869 € de moins qu'en 2020. Ça fait un différentiel de 1,35%. Ils sont affectés, comme vous pouvez le voir sur le document, pour 77% aux frais de fonctionnement, dont les opérations d'ordre de transfert vers l'investissement, et à hauteur de 23% pour l'investissement. Pour mémoire, au budget 2020, les chiffres étaient respectivement de 74 et 26%. Alors, proposition de décision budgétaire 2021. Les diapositives suivantes vont vous présenter et détailler les choix qui ont été effectués lors de l'élaboration du budget en tenant compte des contraintes particulières de l'année 2021 et des économies de gestion qui ont pu être réalisées. Décision fiscale et tarifaire. La construction du budget de l'année 2021 se caractérise par la continuité des décisions antérieures concernant l'impact sur les habitants lerçois, stabilité des taux d'imposition. Je rappelle qu'une unique hausse sur l'ensemble du précédent mandat a été votée en 2017. Stabilité des tarifs des différents services à la population aussi. Depuis 2015, la ville n'a procédé à aucune augmentation des tarifs. Je répète, depuis 2015. Or, l'inflation constatée sur cette période est de 3,41%. C'est les indices de décembre à décembre. Donc, vous retrouvez les chiffres qui ont été votés tout à l'heure concernant les taux de taxes et les deux commentaires sur le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation. Alors, on a fait un focus particulier sur la dette de la commune. Le financement des investissements peut être réalisé sans souscrire, pour l'instant, un nouvel emprunt. La charge de la dette continue de diminuer et sera totalement éteinte en 2022. Cette faible charge de dette permet d'autofinancer les investissements qui seront présentés dans le PowerPoint un petit peu plus tard. Pour l'année 2021, la dette par habitant à l'ERS est donc, comme vous le voyez sur le tableau, de 27 € par habitant. Je rappelle juste que la moyenne de la strate se situe à 860 €. Un nouvel emprunt est envisagé à échéance 2024 pour financer les projets programmés durant le mandat, notamment les dépenses de construction du pôle culturel Franklin, 3 autres tranches annuelles de développement de la vidéoprotection et le réaménagement de l'ancien hôtel de ville où nous nous trouvons. Voilà concernant notre dette. En ce qui concerne les frais de fonctionnement qu'on essaie de gérer, d'afficher par fonction sur ce tableau-là, les principales évolutions de la présentation par fonction entre 2020 et 2021 sont une augmentation d'abord pour les logements et les commerces suite à l'annulation de loyer pour nos 2 restaurateurs, on vient d'en parler à nouveau. La sécurité aussi, avec les frais de maintenance prévisionnels pour la vidéoprotection. L'aide sociale, dont notamment le PMO et surtout la subvention au CCAS. L'aide aux familles et aux aînés, avec le complément des colis et le fonctionnement du LAP. Une réduction pour notamment l'entretien des espaces verts, la voirie, l'éclairage public et le sport, suite à la diminution des frais exceptionnels de réparation d'entretien. L'enseignement, parce que moins de déplacements scolaires et de séances de piscine, par exemple, ou la restauration scolaire, économie liée là à la gestion des achats. Et la stabilité pour la culture, école de musique, bâtiments, l'ERS historique, le site Péri, le programme culturel. Tandis que l'animation, les cimetières, la communication, les festivités et les frais généraux constituent 36,97, c'est le dernier chiffre tout en bas, du volume global. En ce qui concerne nos contraintes, pour construire le budget 2021, tout en préservant des marges de manœuvre pour les années à venir, la ville doit faire face à plusieurs contraintes. Le financement des manifestations municipales, qui est inscrit dans le budget primitif, même si de nombreuses incertitudes existent quant à la possibilité de les réaliser, bien évidemment. À ce jour, seule la prévision concernant le Salon des saveurs et du savoir-faire a été supprimée. Les prévisions d'évolution des recettes pour les années à venir sont très incertaines en raison des conséquences futures liées au financement des mesures décidées par l'État pour lutter contre la crise sociale consécutive au Covid.
La suppression par l'État de la taxe d'inhumation qui rapportait à la commune une recette d'environ 8 000 € chaque année. La nécessité de sécuriser la charpente de la toiture du vestiaire tribune du foot en réalisant des travaux particuliers estimés à 35 000 €. Voilà les contraintes. Maintenant, ce qu'on peut résumer sous les décisions politiques et stratégiques. Les choix de financement particuliers et représentatifs par rapport au budget sont intervenus dans les domaines suivants. Augmentation de 21,21% de la subvention au CCAS pour financer l'affectation d'un agent dédié au développement de la politique de prévention envers les seniors, la prévision d'augmentation des aides sociales, la réalisation d'une analyse des besoins sociaux suite au renouvellement du conseil d'administration du CCAS et le renouvellement du véhicule frigorifique pour le pôle restauration. L'annulation de 4 mois de loyer pour les restaurateurs locataires de bâtiments communaux. Le renforcement de l'intervention de la police intercommunale à compter du mois d'avril. L'inscription des premiers coûts de fonctionnement après installation de la première tranche de vidéoprotection. La réservation d'une enveloppe pour le budget participatif. L'attribution de places de cinéma pour les aînés du fait de l'impossibilité d'organiser des manifestations festives en 2020 et surtout en fin d'année. Inscription d'une provision qui pourra être complétée par décision modificative si besoin pour accompagner les associations en difficulté suite à l'absence d'activité imposée par la crise sanitaire. Les fameux 6 000 € dont nous avons parlé tout à l'heure. Prévision d'animation du centre-ville en fin d'année. En espérant et en étant persuadé qu'on pourra faire quelque chose. La mise à disposition d'une application mobile permettant les échanges avec les citoyens. Et le passage de 25 à 30% des achats de denrées alimentaires bio ou issus de la production locale sans surcoût. Et enfin, le maintien de la valeur de base et du barème pour le calcul des subventions versées aux associations, je ne vais pas y revenir, et le versement des subventions ordinaires dès le mois d'avril. Parlons économie de gestion. Pour financer ces choix, la ville a dégagé des marges de manœuvre supplémentaires grâce aux économies suivantes. L'encadrement de la masse salariale, avec une évolution limitée à 0,55%. La diminution des dépenses exceptionnelles d'entretien du patrimoine matériel et mobilier grâce au bon état général des installations. La diminution du volume global des indemnités des élus. La fin des opérations de référencement obligatoire des réseaux d'éclairage public qui ont été réalisées en 2019 et en 2020 pour un coût de 15 000 € annuel, donc soit 30 000 € sur 2 ans. Je ferai juste un retour arrière sur l'évolution de la masse salariale dans laquelle, quand on l'avait présenté en robe, on nous avait annoncé qu'il manquait des choses et que le montant serait beaucoup plus important. Je tiens à rassurer ceux qui avaient fait des remarques sur le sujet, la fameuse GVT est intégrée dans ce chiffre. En 2021, l'autofinancement atteint 488 107 €, ce qui représente 4,36% de nos recettes réelles. Il évolue favorablement par rapport, comme vous le voyez vous allez le voir apparaître sur le tableau, pardon, je vais plus vite que lui là. Donc on a repris les années sur le tableau, vous voyez depuis 2016. En bleu, en haut, vous avez les dépenses réelles. En rouge, les recettes réelles, en bleu, les dépenses réelles en rouge, et le différentiel étant l'autofinancement de l'exercice que vous retrouvez dans la courbe du bas. Donc, il évolue favorablement par rapport à 2020 grâce entre autres à la régularisation de dotations versées par la CAF. Pour information, la perte par rapport à la dotation de référence 2014 est évaluée. Vous savez que j'aime bien rappeler que depuis 2014, les dotations de l'État n'ont fait que diminuer. Ce différentiel cumulé est aujourd'hui calculé à 2 302 112 € sur la période qui va de 2014 à 2021, en tenant compte des dotations complémentaires versées par l'État. Donc on a fait l'exercice, et je tiens à le préciser, de façon complètement claire et transparente, c'est-à-dire qu'on a réintégré là le FCTVA par exemple, qui maintenant est aussi appliqué sur les dépenses de fonctionnement, et le FPIC. Donc c'est un vrai différentiel en tenant compte
de la perte de dotation de l'État, mais aussi quand l'État, et il faut le reconnaître, fait des efforts sur certains points, on les a intégrés dans ce différentiel. Donc le différentiel est bien d'environ 300 000 euros par an en moyenne depuis 2014, de perte nette d'accompagnement de l'État. Cette perte, a bien évidemment un impact direct sur l'évolution de l'autofinancement auquel la ville a fait face, tout en dégageant des crédits pour maintenir un niveau d'investissement régulier, dont notamment, je rappelle, l'achat des nouveaux locaux destinés à accueillir à la fois notre centre technique municipal, mais aussi la maison des associations. Alors, ça va Cathy ? Alors, maintenant parlons d'investissement. Les projets du mandat. Je parlais justement de la maison des associations. On la retrouve là valorisée. Les dépenses d'investissement qui sont affectées à ces nouveaux projets. Pour la maison des associations, la première ligne représente les aménagements des locaux avec l'installation d'une alarme, l'accessibilité et des agencements divers, pour un montant de 395 000 euros. Et la poursuite des aménagements extérieurs, qui sont notamment des clôtures et du parking, pour un montant de 180 000 euros. Donc, ce qui représente 575 000 euros pour la maison des associations. Et pour l'espace culturel, c'est le début de l'aventure, entre guillemets, qui correspond aux études et aux premières... Pardon. J'oublie que je ne dois pas me reculer du micro. Les études et les premières dépenses en vue de la construction de l'espace culturel Franklin, avec pour l'instant une ligne qui correspond aux études de projet et aux travaux et aux maîtrises d'œuvre qui sont pour l'instant représentés. Et enfin, la première tranche de déploiement de la vidéosurveillance. Alors bien évidemment, on commence pas par mettre des caméras, ça marche pas comme ça, malheureusement. On commence par faire l'infrastructure, on commence à faire la liaison avec le centre de supervision, on s'équipe de matériel qui nous permettent de gérer tout ça, et dans un deuxième temps, les caméras vont arriver. Donc voilà, s'il faut un peu de temps pour installer une vraie installation complète de vidéoprotection, ça se fait pas en claquant des doigts et en mettant 5 caméras et en disant tout va bien. On a besoin d'avoir tout de suite l'infrastructure, le maillage et la réponse complète et technique pour pouvoir faire cet investissement sur lequel on travaille et on déploie déjà des montants, vous l'avez vu, à concurrence de 150 000 euros. Alors, vous ferez les commentaires après, hein. Les autres dépenses d'investissement, on parle bien des autres, hein, là, qui représentent un montant d'1 078 885 euros en faisant abstraction de ce que vous avez vu sur la page précédente. Alors, on les a répartis en famille, que vous voyez apparaître sur le camembert. Le premier chiffre est donc de 25,58%, qui correspond aux bâtiments, équipements sportifs et pour la jeunesse, notamment la prévision de la construction d'un terrain de tennis, l'accessibilité aux tribunes vestiaires, la salle de tennis, le tir à l'arc, la maison des jeunes. Tout ça rentre dans ce pavé de 25,58% ou 275 980 euros. Ensuite, toujours dans l'ordre décroissant en termes de valeur, de valeur, les bâtiments scolaires et la restauration. Donc c'est la chaudière à coteaux, l'alarme pour le PPMS, la sécurisation du monte-charge Vinci, les équipements numériques des écoles, le matériel et les équipements pour la restauration scolaire. Tout ça pour un montant de 195 600 euros, soit 18,13%. Ensuite, l'aménagement et l'environnement pour 15,71%, soit environ 170 000 euros. C'est notamment la charte de l'arbre, le mobilier urbain, l'éclairage public et les décorations de Noël. Ensuite, les services généraux pour 12,64%, dont notamment les parties logicielles, matériel informatique et l'accessibilité de l'ancienne mairie. Ensuite, le pavé suivant des frais divers. Donc là, on a mis différentes choses, hein, c'est un peu... On a regroupé là des sujets qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres, qui représentent un montant de 10,30%, qui représente le pont radio, les frais généraux pour l'accessibilité, donc puisqu'on termine notre calendrier ADAP, les contrôles techniques, l'espace pour le coworking, sur lequel on est en train de finaliser des choses, le cimetière, l'accessibilité locale du local annexe et les fontaines par exemple. Tout ça pour un montant d'environ 111 000 euros. L'aménagement du centre technique municipal
notamment une chaudière, un peu de parking et de l'outillage pour un montant de 78 500 €. Les festivités culture, donc c'est cinéma, salle du centre, conformité, cheminée Kerkhoff et Préau Pasteur. Donc il y a un peu de toutes choses, mais qui concerne les festivités, les cultures et les salles qu'on met à disposition pour ces activités-là, pour un montant d'environ 50 000 €. La communication on va remplacer notre site internet par un nouveau site pour un montant estimé de 30 000 €. La famille et la santé, donc c'est l'accessibilité du PMO, donc le point municipal oxygène et la salle La Messe notamment pour un montant de 17 000 €. Et la sécurité, mais uniquement la sécurité sous un aspect particulier, qui est les silhouettes qu'on va installer devant les écoles, à la demande de la commission, et du matériel pour sécuriser les accès voiries durant les manifestations municipales. Ça, c'est des systèmes anti-béliers qu'on mettra le jour où on pourra refaire des manifestations dans nos rues. Tout en conservant, bien sûr, une provision pour la construction de notre pôle culturel Franklin d'une valeur de 850 000 € environ. Alors, je vais jusqu'au bout. Je suppose que s'il y a des remarques ou des questions, elles viendront après. Bien évidemment, je ne m'arrête pas. Répartition des recettes par financeur. Alors, en 2021, les principales recettes dont la ville dispose augmentent de 288 566 €, soit 2,65%. Les recettes fiscales diminuent pour elles de 1,10% suite à la réduction de 50% de la valeur locative qui est décidée par l'État pour aider les établissements industriels. La fiscalité de l'AMEL reversée par l'AMEL qui est stable, c'est le deuxième graphe, les deuxièmes colonnes. Une augmentation du volume des dotations versées par l'État est envisagée pour 11,93% suite à la compensation de la réduction de valeur locative des locaux industriels, on en a parlé, et au changement d'imputation des recettes pour les contrats aidés qui sont demandés par la trésorerie, donc pour un montant de 73 000 €, et à la baisse prévisionnelle de la DGF de 51 000 €. Les produits des services et des domaines diminueraient de 2,55%, essentiellement suite à la disparition de certaines taxes funéraires, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Les participations diverses augmentent de 30% suite à la régularisation des dotations CAF, c'est là qu'elles apparaissent. Les autres produits qui sont impactés par le transfert d'imputation des recettes des contrats aidés, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a des changements d'imputation qui font des changements d'équilibre quand on regarde au travers de ce graphe-là. Enfin, j'en terminerai par le financement de la section maintenant d'investissement. Les ressources dont dispose la commune en 2021 proviennent du fonds de compensation de la TVA, le fameux FCTVA, selon les travaux et achats réalisés en 2019. Donc avec un montant de 187 800 €. De subventions aujourd'hui notifiées, début 2021, donc, ou en attente de déblocage, la DETR notamment pour la rénovation de l'éclairage public, et la MEL pour des enfouissements de réseau sur le cœur de ville, pour un montant de 32 000 et des poussières. En attendant la notification des dotations sollicitées au titre de 2021, en attente d'instruction, la DETR, le DSIL, dotation de soutien à l'investissement, etc. Les cessions prévisionnelles de patrimoine, donc notamment des anciens véhicules, la vente et les ventes de web enchères, pour un montant estimé de 29 000 €. Les ventes de parcelles et de terrains ou de bâtiments qui seront inscrites par décision modificative en cours d'année. Pour la 6e année, la rétrocession étalée sur 7 ans, donc c'est l'avant-dernière année, de l'actif de l'ancien Civucable suite à sa dissolution, pour 22 000 € et des poussières. De la taxe locale d'équipement pour 10 000 € et de l'affectation de l'excédent dégagé fin 2020 et de l'autofinancement 2021 pour un montant de 2 752 250 €. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je suppose. Oui. Monsieur Johnston, allez-y. Merci, monsieur le maire. Édifier un budget, c'est faire des choix de construction. Souvent contraints, certes, et vous l'avez mentionné, une part conséquente de l'établissement des recettes et même des dépenses échappe à l'arbitrage municipal. Mais des choix quand même.
Alors, quels sont-ils sur les différents sujets de la ville? D'abord, ceux que nous suivons. En premier lieu, la rigueur. Le rapport et le débat du dernier conseil l'ont de notre point de vue démontré, elle doit continuer d'être notre clé de voûte. En l'espèce, les dépenses générales passent de 2 627 000 € en 2020 à 2 585 000 € en 2021. Cela constitue, à mes yeux, un indicateur fiable de suivi rigoureux. Deuxième poste budgétaire que nous suivons, les travaux d'accessibilité. Avec 850 000 €, c'est la principale dépense d'investissement en 2021 à ce jour. Elle est pleinement justifiée. Troisième choix budgétaire que nous suivons, la sécurité. Deux volets peuvent y être distingués. D'une part, l'augmentation de la cotisation de la police municipale intercommunale. Une augmentation de 15 000 € est prévue cette année pour plus de présence. J'ai pu dire ici en commission avec mon collègue Daniel Bourgois que le suivi de la convention de la police municipale doit d'abord passer par un suivi scrupuleux des clauses contractuelles dues. C'est une question de rigueur et d'équité par rapport au traitement de chacun des partenaires. Je confirme ce besoin. Mais il n'est en rien contraire avec notre volonté de poursuite et de poursuivre et de renforcer, si nécessaire, le traitement intercommunal de la question sécuritaire. Ce niveau d'intervention constitue à nos yeux, le niveau de l'efficacité pratique et de l'efficience budgétaire. En sortir pour une police municipale lersoise qui n'est en rien tenable. D'autre part, l'investissement pour le déploiement pour la vidéoprotection. Son efficacité ne fait plus débat lorsqu'elle est bien construite. Or, pour bien faire, il faut investir qualitativement, progressivement et avec discernement. Là aussi, que n'ai-je entendu sur un déploiement général et rapide à peu de frais. La ville investit cette année 150 000 € pour l'acquisition de serveurs informatiques et du logiciel. Nous accompagnons cette démarche de construction progressive qui démontre, si besoin en était, que le coût total d'une opération bien menée n'a rien d'anodin. Viennent ensuite, et évidemment, les choix que nous ne suivons pas. Il y a premièrement les lignes destinées aux associations, on en avait parlé, nous en avons aussi parlé, je n'y reviens pas. Il y a deuxièmement la question fondamentale de l'environnement. Elle suscite beaucoup de communication. Des choses sont faites, c'est indéniable. Je vois notamment la reconduction d'un budget annuel pour la plantation d'arbres, 5 000 €, que j'avais sollicité au cours du mandat précédent. Je vois les investissements pour la modernisation de l'éclairage public, 125 000 €. C'est une bonne chose. On pourrait cependant aller plus rapidement et plus profondément sur certains items de ce sujet. Permettez-moi de prendre exemple, et vous l'avez mentionné, de l'alimentation collective. 10 000 € lui sont retranchés cette année, soit 9,5%. Vous ne manquerez pas et vous l'avez déjà fait, de communiquer en temps voulu sur la montée en puissance du bio et durable dans les cantines de 25 à 30% en 2021. Mais, hélas, d'une part, c'est une obligation de la loi Egalim, et d'autre part, vous réalisez une économie in fine sur la ligne, vous l'avez mentionné. Alors vous justifierez, vous l'avez déjà fait, qu'il y a moins de pensionnaires et que vous achetez mieux. Je vous répondrai qu'en achetant mieux, comme vous le faites certainement, et je ne le conteste pas, et en préservant l'enveloppe budgétaire, plutôt que de la diminuer, vous atteindriez plus rapidement un objectif de 50% de denrées durables pour la restauration municipale. Notez par ailleurs que l'État propose dans ce cadre un plan de relance, dans le cadre de ce plan de relance, une aide 50 millions € disponible pour l'investissement en matériel, pour cuisiner des produits frais, lutter contre le gaspillage alimentaire, substituer les contenants en plastique, former le personnel et informer les usagers. Notez que l'éligibilité est réservée strictement aux communes comme l'ERS qui perçoivent la dotation de solidarité rurale. Bref, cet effort sur la consommation durable pourrait servir d'effet de levier. Alors comment prouver, nous direz-vous, ces 10 000 € que vous économisez sur cette ligne? J'y viens évidemment. Il y a troisièmement donc la question de la communication, des festivités et des cérémonies. Nous l'avons dit, l'air du temps est à la rigueur. Or, à L2, les lignes fêtes et cérémonies gagnent 25 000 € en 2021. La ligne des publications municipales gagne, quant à elle, 2 200 €, soit plus 14%. La ligne des fêtes a bondi de 65% depuis 2014. Ces 10 dernières années n'ont cependant pas rencontré le contexte économique le plus dispendieux qui soit. Et de fait, je l'ai souligné plus haut, les dépenses générales baisseront en 2021.
La très grande majorité des autres lignes devra donc reculer pour soutenir l'effort de rigueur, malgré les libéralités accordées à ces 3 lignes. Vous comprendrez qu'il y a, du point de vue de Vitality Zeller, je perçois tout à fait que d'autres élus puissent avoir un autre point de vue, mais le nôtre, c'est qu'il y a sur ces lignes-là quelques marges de manœuvre. J'en arrive donc à mon dernier point de regret. Vous le savez, j'aurais souhaité avec les élus de Vitality Zeller qu'un plan de relance chiffré puisse apparaître à ce budget. Il n'y est pas. En commission, vous renvoyez la question à une provision pour budget supplémentaire de 40 000 euros. Mais, d'une part, l'usage en reste très indéterminé, et d'autre part, cette disponibilité concerne l'ensemble des opérations supplémentaires que nous ne manquons pas de rencontrer. C'est un débat que nous avons déjà eu, et je ne m'y éternise pas. Restent enfin les sujets qui nous interrogent. Alors, j'élimine la première parce que vous y avez répondu. Je passe directement à la deuxième. Concernant le pôle culturel à construire rue Franklin, ce projet propose 200 000 euros pour une première phase d'études d'architecture. Les éléments dont nous disposons sont encore trop légers pour nous positionner sur l'opportunité de ce projet. Est-ce un pôle culturel, comme son nom semble l'indiquer, ou un équipement destiné à 2 associations musicales? Concernant les rénovations énergétiques, la dotation de soutien à l'investissement local que vous avez mentionnée comporte un volet soutien à la rénovation énergétique. Il est cette année exceptionnellement doté. Il est cette année, je disais, exceptionnellement doté à hauteur de 20 millions d'euros pour l'année 2021 pour le seul département du Nord. À titre de comparaison, la dotation, donc la DSIL, comme vous avez dit tout à l'heure, la dotation de soutien à l'investissement local ordinaire est habituellement de 10 millions d'euros. Or, je ne trouve dans le document que vous nous avez proposé que peu de travaux de ce type sur le projet. C'est une manne qui disparaîtra rapidement en 2022, puisqu'elle est rattachée au plan de relance. Ma question est donc, des interventions rapides de ce type, c'est-à-dire de rénovation énergétique, thermique ou isolation, sont-elles prévues pour bénéficier de cette opportunité réservée à nos communes rurales et petites? Je pense notamment, comme vous l'avez mentionné, vous avez donné les chiffres, aux travaux qui concernent le CTM ou la MDA que nous devons faire cette année et qui sont déjà engagés. Or, ce que attend la préfecture, c'est que les travaux soient déjà engagés pour pouvoir faire preuve rapidement de l'efficacité de son plan de relance. Je vais laisser d'abord s'exprimer Monsieur Rota. Merci. Donc, concernant le budget primitif, pour le budget de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, globalement, les dépenses réelles de fonctionnement progressent très peu par rapport au budget 2020, de 0,41%. Les charges de personnel représentent le premier poste de dépense avec 7 123 185 euros, soit un peu plus de 67% de nos dépenses. Par comparaison, avec nos voisins de l'Isle-et-Lannoy, nous dépensons 740 euros par habitant, alors qu'ils en dépensent 615. La maîtrise de leur évolution représente donc un enjeu majeur pour 2021 et les années à venir. Les charges à caractère général diminuent de 1,64%, essentiellement dû au contrat de prestation de service, moins 80 300 euros par rapport au budget précédent. Pour les recettes de fonctionnement augmentent de 2,65%. Est-ce que cela nous permet d'envisager des marges de manœuvre? C'est compliqué. Nos recettes les plus importantes liées aux impôts et taxes diminuent de 54 109 euros, comme vous l'avez précisé. Et compte tenu de la complexité sur la mise en place de la compensation par l'État de la taxe d'habitation supprimée sur les 80% des ménages, il est important de rester très prudent sur ce sujet. Concernant les dotations et participations, celles-ci augmentent de 21,25%, soit 441 900 euros. Dans le détail, cette augmentation est essentiellement due à la participation de l'État pour l'emploi d'agents en contrat aidé et surtout la compensation au titre des exonérations de taxes foncières. Concernant les dépenses d'investissement, sur le budget d'investissement, la vidéoprotection, ça démarre. Nous avions les mêmes projets, quasiment sur la vidéoprotection, peut-être pas sur les coûts prévus et surtout sur la finalité de ce projet. Je pense par exemple à la vidéo-verbalisation. Concernant le pôle culturel Franklin, ça démarre, 200 000 euros pour la première phase architecte. Nous sommes sceptiques sur l'emplacement
et sur un pôle culturel qui sera sans théâtre, sans danse, sans cinéma et sans hall d'exposition, sculpture, peinture, etc. Concernant la rénovation des bâtiments, pour revenir à ce que vient de dire Monsieur Johnson, effectivement, nous n'avons pas vu grand-chose sur ce sujet, qui est quand même une source d'économie substantielle pour les prochaines années. Au vu de ce constat, nous nous abstiendrons sur votre budget. Merci. J'ai entendu, sauf erreur, beaucoup de commentaires, pas de questions. Monsieur Rotsard, il n'y a pas de questions? J'ai entendu des commentaires, ok. Donc, je vous laisse les commentaires. Je voudrais préciser à Monsieur Johnston, qui salue d'abord notre rigueur et qui après nous reproche nos libéralités, donc je trouve ça assez drôle. Mais merci, je prends le compliment sur la rigueur du début. Je passerai sur les libéralités que je partage pas forcément. En tout cas, sachez que je vais revenir sur le sujet des subventions et de l'argent qu'on peut aller chercher. Je vous signale qu'on le fait puisqu'on a récemment eu des subventions pour la chaudière qu'on a changée. Donc on est à l'affût de tout ça, bien évidemment. Donc je vous rappelle que dans un budget, on ne met jamais, nous, à l'avance, les choses sur lesquelles on est en train de travailler, pour lesquelles on n'a pas encore de résultats, vous le savez bien. Vous n'êtes pas un petit nouveau du conseil municipal. On a toujours la volonté de faire un budget complètement strict et on n'y ajoutera que des bonnes nouvelles et c'est tant mieux quand elles arriveront. Donc c'est toujours notre façon de faire et on la conserve. Je reprends là pour moi le mot rigueur et je pense que elle est indispensable. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que vous avez énuméré, mais par exemple sur la partie publication, le différentiel représente ce qu'on doit faire pour le DICRIM. Vous savez certainement, puisque vous travaillez dans une municipalité, que c'est des choses que nous devons faire et réactualiser, et que donc là il faut mettre de l'argent pour le DICRIM par exemple. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a des dépenses qui peuvent paraître disproportionnées par rapport à ce qui avait été fait l'année précédente, elles ont toujours des explications. C'est ce qu'on a balayé ensemble en commission finance. S'il y a des questions particulières, on vous y répondra, mais sachez, en plus, on avait insisté en commission finance sur les transferts qu'il y a eu, notamment sur les contrats aidés. Enfin, il y a pas mal de choses où il y avait des lignes qui étaient à valeur et qui sont passées avec des valeurs bien supérieures, et d'autres qui étaient à zéro, qui sont apparues. Donc voilà, on est dans des transferts plus que des évolutions importantes. En tout état de cause, on change pas la politique qu'on a sur ces différents sujets. À chaque fois, il y a des explications bien fondées là-dessus. Et enfin, je terminerai juste sur le pôle culturel. Je vous rassure, vous aurez des informations. Encore faut-il qu'on ait, nous, pour l'instant, on a lancé les éléments. Donc, rassurez-vous, dès qu'il y aura des choses qui seront à présenter, vous serez les premiers à qui on le présentera, ex aequo, avec les riverains, bien évidemment, parce que il me semble important aussi qu'on leur explique le projet. Donc, vous serez ex aequo, et on présentera le projet, mais pour l'instant, je vous affirme qu'il n'y a rien à présenter. On est en train de dimensionner le bâtiment. Ben oui, je vous vois lever les yeux au ciel, je vous confirme qu'il n'y a rien à présenter. En toute transparence, parce que tout simplement, les études doivent se faire en fonction du foncier, en fonction de ce on est capable de faire par rapport à l'urbanisme, aux possibilités qu'on a, et aussi à ce qu'on veut y mettre. Et donc, on est en train de travailler sur cette définition-là. Quand cette définition sera terminée par l'assistant maître d'ouvrage que nous avons, on vous présentera quelque chose. Et bien sûr, sera présenté aussi quand on en sera au niveau architecture, mais on n'en est même pas encore là. On est encore dans la phase avant cette partie-là. Et je vous confirme que vous aurez des éléments. Quand il y aura des éléments à présenter, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais vous aurez en primeur, en même temps que les riverains, l'information, je vous le garantis. Je vous écoute une dernière fois. Oui, merci, monsieur le maire. Concernant les subventions, j'ai jamais dit que vous ne le faisiez pas. Je sais que la subtilité n'est pas à la mode autour de cette table, mais j'ai jamais dit que vous ne le faisiez pas. J'ai dit que cette année était, du point de vue des opportunités, particulièrement intéressante. Et que donc, face à ces opportunités qui n'existeront que cette année, 20 millions d'euros
sur la dotation de soutien à l'investissement local pour le renforcement énergétique, alors que en plus de la des dotations de solidarité, excusez-moi la technique là pour le coup, de la dotation ordinaire, donc c'est 30 millions d'euros qui viennent, et il y a d'autres programmes qui mènent la dotation de solidarité à l'investissement local à 100 millions d'euros, alors qu'habituellement elle est à 10 millions d'euros pour le Nord. On est très exceptionnellement cette année sur un contexte extra, et le mot n'est pas trop fort, extraordinaire. Et donc, par conséquent, j'aurais aimé voir dans ce document, non pas le fait que vous ne fassiez pas d'habitude, mais plus de sollicitation de cet espace par rapport aux dépenses courantes que de toute façon nous avons déjà engagées. C'est pour ça que j'ai parlé de la MDA et du CTM, pour pouvoir profiter exceptionnellement, comme de nombreux le feront à côté de nous, de cette opportunité de financement de dépenses que nous devons de toute façon faire. Et là-dedans, notre point fort, c'est que nous avons déjà des projets fortement avancés. Or, et c'était ma conclusion, la préfecture est à la recherche de projets avancés pour pouvoir poser, aider rapidement et faire démonstration de l'accélération de son soutien et de son plan de relance. Ça, c'était pour les subventions. J'ai jamais dit que vous ne le faisiez pas, monsieur le maire, contrairement à ce que vous insinuez. Deuxièmement, contrairement aux priorités de ce budget, évidemment, vous n'avez pas les mêmes que nous. Évidemment, c'est justement ce que j'ai voulu démontrer. Vous avez vos choix d'efforts et vos choix d'investissement. J'ai voulu, à travers ce document, essayer d'appuyer les choix d'investissement que vous pouvez faire sur lesquels nous étions d'accord et ceux sur lesquels nous étions moins solidaires. Ça ne va pas plus loin que loi. Vous avez vos priorités, nous avons les nôtres. Ça me semble, dans un débat démocratique, parfaitement légitime et pas critiquable. Enfin, concernant la présentation du centre culturel, vous évoquez que nous aurons la présentation en même temps que les Lersois. Fort bien. Parfait. La subtilité, encore une fois, entre le Lersois et nous, c'est que nous avons à nous prononcer aujourd'hui sur 200 000 euros, si cela ne vous a pas échappé. Et donc, en l'occurrence, il m'aurait paru pertinent, parce qu'entre l'appellation pôle culturel telle que vous l'énoncez, donc vous semblez vouloir le faire comprendre, et ce que nous avons mis en présentation en commission, c'est-à-dire un bâtiment qui servira à deux associations, permettez-moi d'insister, mais pour moi, il y a, encore une fois, je vais utiliser ce mot-là, qui est peut-être le cœur de mon intervention de ce soir, une petite subtilité de vocabulaire, et c'est pas être pointilleux que d'y tenir, et en tout cas, moi, monsieur Bourgois, qui a assisté à la commission et Vitaliser l'air en général, pensons que sur ce sujet, nous avons trop peu d'informations pour pouvoir nous prononcer en toute connaissance de cause, tel que le demande le Code des collectivités territoriales pour l'organisation des délibérations. Je vous remercie, et je vous rassure, j'en terminerai là. Merci. Oui, monsieur Malbranc. Plus fort, plus fort. Je voulais évoquer, lors de la commission culture qui a eu lieu il y a quelques semaines, il y a eu des questions sur ce bâtiment culturel et je n'ai pas répondu à ces questions, vous résumant le fait qu'aujourd'hui, comme disait monsieur le maire, il y a un travail sur la première approche. Vous avez essayé de me faire dire certaines choses, je n'ai pas répondu. C'est vrai, et je pense que de toute façon, c'est pas dans la commission que ça a été évoqué. Bien sûr qu'il y a l'harmonie municipale et l'école de musique, mais il y a aussi peut-être autre chose, vous ne le savez pas, et aujourd'hui rien ne dit par rapport à ça, parce qu'il y a un premier travail qui est fait sur l'architecture, sur le bâtiment, qui relève de la commission des grands travaux. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais exprimé en commission culture qu'il y avait tel ou tel domaine culturel concerné. Mais monsieur Malbranc, je vous rassure, c'est pas de votre commission que je parle, j'y suis pas. Je parle de la commission travaux. Vous parliez de monsieur Bourgois. Ah oui, mais il est avec moi à la commission travaux. Donc je parlais de la commission travaux, je parlais pas de votre commission, excusez-moi. Vu le contexte de la commission ce soir-là, je peux imaginer que certaines personnes se soient peut-être inventées ou imaginé des faits. Ah non, bah là, pour le coup, vous êtes hors sujet, je parlais de la commission travaux. Et j'ai pas eu plus d'informations. Bien. Donc on va reprendre les dernières remarques que vous avez faites, monsieur Johnson, j'ai entendu. Moi, je vous réitère ce que j'ai dit et notre position, qui est de dire, quand bien même, effectivement, il y a beaucoup d'argent à aller chercher, on se bagarre pour ça, on y travaille, mais encore une fois, je pense que vous l'avez bien compris, on n'inscrit pas ça dans un budget primitif.
Le terme budget primitif, pour moi, veut dire qu'on parle d'argent dont on est certain. Ben oui, ben écoutez, on n'a pas la même philosophie. Ça nous empêche pas. Ça nous empêche pas de travailler, et je pense que faites confiance aussi à nos services qui travaillent là-dessus. S'il y a de l'argent à aller chercher, je vous garantis qu'on va aller le chercher. Ils feront tout pour. J'ai toute confiance. Voilà, j'ai terminé, plus de remarques, plus de questions. Je pense que le pôle culturel, on en a reparlé. Je voudrais juste dire que dans le mot pôle culturel, il peut y avoir 2 associations, ou il peut y en avoir plus. Oui, ça s'appellera quand même un pôle culturel, parce que pour moi, et l'harmonie et l'école de musique sont bien des tenants de la culture. Donc, je pense, donc ça peut s'appeler pôle culturel, quand bien même il y aurait ou il y aura, je vais laisser planer volontairement le doute, il y aurait ou il y aura que ces 2 associations, ou peut-être autre chose. Mais encore une fois, je joue pas au cachotier, je joue clairement, carte sur table, très clairement. Dès qu'on aura des éléments fiables, vous aurez l'information, je vous le garantis. Voilà, on va mettre au vote donc ce budget primitif concernant notre budget 2021. Qui est pour la validation de ce budget primitif? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est noté. Sujet suivant, je vais donner la parole à Monsieur Furnari pour la modification de l'article 5 des dispositions médicales du règlement de fonctionnement des structures petite enfance, crèche familiale, et multi-accueil. Monsieur Furnari. À ce jour, il y a 4 maladies nécessitant une éviction, avec un avis médical. Bronchiolite, la varicelle, les conjonctivites et la gastroentérite. Monsieur le maire propose, à partir du 1er avril, d'ajouter l'isolement lié à la Covid. Ensuite, afin de faciliter les démarches liées à la facturation, les 3 jours de carence ne seront plus facturés sur présentation d'un certificat médical pour les enfants inscrits en accueil régulier. Avez-vous des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Bien, donc je mets au vote cette modification de l'article 5 des dispositions du règlement de fonctionnement des structures petite enfance. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Adhésion de la ville à la convention de lutte contre l'isolement avec le département et la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Autorisation de signature. La parole est à Madame Leplat. La ville est tenue d'instituer un registre nominatif des personnes vulnérables afin de pouvoir s'assurer de leur état de santé en cas d'événements graves, de canicule, période de grand froid, épidémie. Pour rappel, les personnes ne peuvent être inscrites d'office et doivent avoir demandé et consenti à leur inscription sur ce registre. Il y a donc un enjeu pour la commune à toucher le maximum de personnes afin de constituer un fichier le plus complet possible. Dans le cadre plus général de la lutte contre l'isolement, et notamment l'identification des personnes isolées à domicile, le département ayant en charge la politique senior et la maison départementale des personnes handicapées, celle des personnes en situation de handicap, il propose aux villes qui le souhaitent de signer une convention qui prévoit l'envoi par le département et la MDPH à tous les bénéficiaires de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, ou d'une prestation au titre du handicap, d'un courrier incitatif les invitant à s'inscrire sur ce registre. La ville développant actuellement son dispositif de lutte contre l'isolement, et notamment ce fichier des personnes vulnérables, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Y a-t-il des questions? Merci. Des questions, des remarques, des commentaires? Pas de questions, pas de remarques? Bien, je mets au vote cette délibération. Qui est pour l'adhésion de la ville à la convention de lutte contre l'isolement? Je vous remercie. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Alors, nous passons maintenant aux questions diverses, si vous le voulez bien. Donc, nous avons reçu 3 questions diverses. La première dans l'ordre chronologique de Madame Roberts. Donc, je la laisse lire sa question. Merci, Monsieur le maire. Nous avons été interpellés par quelques habitants sur l'entretien des routes et trottoirs de la commune. Pouvez-vous nous dire si vos services ont demandé l'intervention de la MEL pour la remise en état de la rue Picavé, mais aussi de la chaussée de la rue de Waterloo, qui s'affaisse par endroits? Pouvez-vous nous dire s'il y a une réparation prévue pour les trottoirs de la rue des Patriotes, où certains pavés sont absents ou bougent et peuvent provoquer des accidents pour les piétons? Par ailleurs, peut-on avoir un planning par trimestre du passage de la balayeuse municipale dans les rues de l'Hers? Merci. Alors, concernant la rue du Capitaine Picavé, une demande d'intervention de voirie et d'assainissement, ce qu'on appelle du joli nom ici de DIVA, a été faite à la MEL et la réparation au niveau du ralentisseur a été réalisée, pour information. Pour la chaussée de la rue de Waterloo et la rue des Patriotes, des projets de restructuration complète de ces rues sont en étude à la MEL. Quant à la mise en place d'un planning prévisionnel de ces travaux pour lesquels vous nous aviez posé la question, sauf erreur, le fonctionnement de la MEL est le suivant. La ville saisit la MEL de demandes officielles pour les grosses opérations. Ces demandes font ensuite l'objet d'une étude par la MEL, toujours, et à l'issue de celle-ci, elles sont planifiées en fonction des moyens disponibles, financiers, effectifs. On parle ici d'opérations sur plusieurs années, le temps d'étude étant souvent long sur ces études, entre 1 an et 2 ans. Ensuite, s'agissant des opérations de maintenance, un échange annuel a lieu entre la ville et la MEL, service voirie et l'assainissement, sur les interventions estimées comme nécessaires. À la suite de cette rencontre, la MEL effectue une planification annuelle qui est communiquée à la ville. Des ajustements peuvent être demandés en cours d'année pour des imprévus. Enfin, pour le passage de la balayeuse sur la commune, il est très difficile d'établir un planning du fait du non-respect par les riverains des arrêtés d'interdiction de stationner. En effet, selon la configuration de la voirie, le stationnement doit être libre pour permettre le passage de la balayeuse à certains endroits. Face à ce constat, il a été décidé un fonctionnement différent. Chaque voie est nettoyée à minima, 4 fois par an. Des axes prioritaires ont été définis, bien sûr, notamment le quadrilatère du centre-ville, où le nettoyage s'effectue là 1 fois par semaine. Et ça peut être c'est tenu grâce à la configuration de l'espace public, notamment le problème de stationnement sur le trottoir dont je parlais. Donc voilà pour vous répondre sur ce sujet-là. Ça fait partie de sujets qu'on travaille forcément conjointement avec la MEL. C'est pas nous qui gérons entre guillemets les budgets qu'attribue la MEL sur la commune de l'Hers à l'instant T, enfin à l'année N plutôt. Ça fait partie de discussions. On doit jouer souvent sur des priorités, nous comme d'autres communes, c'est le mode de fonctionnement habituel, parce qu'il faut savoir que les montants en jeu sont souvent importants dès qu'on touche à la voirie. Donc ce sont des montants, comme je le disais, importants, qui sont souvent liés à des études qui permettent de définir s'il faut refaire juste un peu le sol, ce qu'on va dire un ragréage, c'est pas le bon terme, mais j'ai plus le terme technique à l'instant T, ou s'il faut creuser beaucoup plus en profondeur, refaire complètement la voirie, voire comme ce qui est prévu de se faire sur la rue de Waterloo, en profiter pour refaire aussi des réseaux dessous. Parce que là aussi, l'étude est faite. Alors malheureusement, on peut déplorer, et je déplore comme vous, quelquefois, qu'on s'aperçoit qu'une chaussée a été refaite, et que quelque temps après, quelquefois, des interventions doivent se faire. Elles sont liées quelquefois à des urgences qui ne pouvaient pas être prévisibles auparavant. Et tant que faire se peut, la MEL essaie d'organiser et de faire les travaux simultanément, quand c'est possible, bien évidemment. Et donc là, je vous annonce qu'effectivement, le prochain gros projet, ce sera la rue de Waterloo, pour lequel l'entièreté de la chaussée doit être refaite, et aussi des réseaux dessous, en même temps.
Donc voilà, et puis le reste, bah, c'est du quotidien, entre guillemets, d'échange avec les gens de la MEL pour organiser les priorités qui sont nécessaires. C'est bon, j'ai répondu à votre question? Alors, deuxième sujet, deuxième question, pardon, la parole est à monsieur Rotsar. Merci. Ça concerne la 5G. Donc, au vu du peu de recul que nous avons sur les nouvelles technologies, notamment sur la pose des antennes 5G, nous souhaitons un moratoire sur cette nouvelle technologie comme dans de nombreuses villes françaises. Voici la motion que nous vous proposons de voter ce soir. Motion pour un moratoire sur le déploiement de la 5G dans l'attente des études sanitaires et environnementales. Considérant que les 4 opérateurs français se sont vus attribuer un bloc de 50 MHz dans la bande de 3,4 à 3,8 GHz le 25 février 2020 pour un montant de 350 millions d'euros par bloc. Considérant que la deuxième phase d'attribution des licences d'utilisation des fréquences, qui a eu lieu les 29 et 30 septembre dernier, a réparti 6 nouvelles gammes de 10 MHz supplémentaires autour de 3,5 GHz. Considérant que les opérateurs ont déclaré leurs intentions de lancer des premières offres commerciales 5G au début de l'année 2021. Considérant les déclarations récentes du président de la République fermant la porte tant au débat démocratique au sujet de la 5G qu'au calendrier de déploiement, considérant que le déploiement de la 5G pose un nombre important de questions, qu'il s'agisse de consommation énergétique, d'obsolescence des terminaux, de protection des données, de surveillance de masse ou de souveraineté économique et politique. Considérant que les études approfondies sur les différents impacts sont encore peu nombreuses, considérant de fait la pollution accrue et le gaspillage de ressources rares potentiellement liés au déploiement de cette nouvelle infrastructure et la nécessité d'améliorer et de soutenir les filières de recyclage, considérant que les possibilités ouvertes pour la collection et l'exploitation des données ainsi que pour la mise au point des technologies de traçage et de reconnaissance faciale posent un enjeu de protection de la vie privée et des données personnelles, considérant par ailleurs que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, affirme avoir mis en évidence un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels de cette technologie, sa propre étude étant actuellement en cours. Considérant que l'histoire récente nous a largement démontré qu'une vigilance est toujours nécessaire en matière de santé publique, considérant qu'aucune des solutions aux grands problèmes de nos sociétés modernes, lutte contre la pauvreté, crise écologique, inégalité, accès à l'éducation ou à l'alimentation saine, stress et anxiété, maladies chroniques, etc., que ce soit à l'ERS ou dans le reste du monde, ne nécessite l'usage de la 5G pour être mise en œuvre. Considérant qu'il semble nécessaire de définir collectivement et de mettre en place des garde-fous, considérant que le potentiel annoncé de la technologie 5G en termes économiques, industriels, scientifiques et d'usage reste à préciser, considérant que le déploiement de la 5G sera très consommateur d'énergie, ce qui va à l'encontre des priorités environnementales, la Convention citoyenne pour le climat s'étant d'ailleurs prononcée en faveur d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. Considérant, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'un débat démocratique et citoyen est indispensable et que les habitants doivent être consultés sur le futur qu'ils veulent pour leur ville, tant à l'ERS que dans les autres villes de la métropole européenne de Lille. Considérant par conséquent que ce débat prendra tout son sens s'il est organisé au niveau métropolitain. Considérant que les fréquences télécommunications sont un bien commun et relèvent par conséquent d'une maîtrise publique qui doit intégrer le débat démocratique. Le conseil municipal, sur proposition du groupe Vivre à l'ERS, se prononce pour, on verra, un moratoire sur le déploiement de la 5G en attendant le résultat des études sanitaires et environnementales. Il demande au maire de prendre les dispositions nécessaires dans ce sens. Une étude viendra éclairer un débat démocratique qui doit avoir lieu à l'échelle de la ville et porté au niveau métropolitain par nos représentants afin de déterminer si nous avons besoin de la 5G au regard de l'intérêt général. Merci de m'avoir écouté. Alors, votre question, c'est de nous proposer de faire un moratoire. Donc ça, il faudrait le rajouter à l'ordre du jour. Donc, je dois demander, moi, à l'ensemble des conseillers s'ils sont d'accord pour qu'on rajoute ça éventuellement à l'ordre du jour, pour qu'on puisse éventuellement le voter.
Ceci étant, je vais juste apporter une réponse très brève avant qu'on fasse ce vote. Sur le fond, très personnellement, la 5G, j'en ai pas besoin puisque vous savez certainement que je suis pas beaucoup sur les réseaux. Donc je suis sûrement pas quelqu'un qui aura besoin de la 5G, qui aurait besoin de la 5G et qui fait qu'elle a besoin de se développer. Ceci étant, je rappelle aussi que c'est pas une décision municipale, c'est une décision d'État. La seule chose que nous devons avoir, c'est l'information des opérateurs qui nous signalent quand ils voudront activer sur la commune la 5G. La plupart des antennes sont déjà prééquipées pour ça depuis longtemps. Enfin, depuis un certain temps pour la plupart. Que d'autre part, ce sujet-là, on a déjà, nous, en tant que commune, été vigilants. Je le rappelle sur ce sujet-là, je ne vais pas revenir sur les antennes dans le clocher de l'église, où on a fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a fait un état des lieux avant, et on a fait un état des lieux après, dans les écoles, à la crèche, dans les cours d'école, dans les classes. On a fait ce travail-là, justement, pour vérifier s'il n'y avait pas un impact là direct sur nos enfants, sur nos Lersois et Lersoises. Donc là, je pense qu'effectivement, l'aspect communal est important et la défense et la préservation, en tout cas s'il y a question, c'est d'y répondre. Là, aujourd'hui, je ne pense pas que la question se pose au niveau de l'ERS, très concrètement. Je ne pense pas qu'elle se pose au niveau de la MEL, tout aussi concrètement. Vous savez comme moi, puisque vous êtes assez souvent à la MEL, pour savoir que ce sont plutôt des enjeux politiques qui ont fait que dernièrement certains moratoires sont apparus. Vous le savez aussi bien que moi. Et que sans certaines décisions électorales ou remise en question potentielle de ces décisions électorales, on n'en aurait même pas entendu parler. Donc voilà ce que je veux vous dire sur ce moratoire. En tout état de cause, l'ANSES, parce que pour information ça se prononce l'ANSES, a émis des jugements. Je pense qu'il faut attendre les résultats, mais que de toute façon, attendre les résultats ne changera rien puisque l'État, je le rappelle, a autorisé les opérateurs à déployer la 5G. C'est pas moi qui décide ça, c'est l'État. Donc, autant je pense qu'on peut, comme je le disais, être vigilant sur certains déploiements d'antennes, autant on peut s'opposer, comme nous le faisons, sur certaines installations d'antennes, quand on peut le faire, ou on peut simplement les ralentir, parce que là aussi, il faut savoir que l'État veut aussi qu'il n'y ait plus de zone blanche. C'est pas la volonté de la mairie de Lers, c'est la volonté de l'État de pousser les opérateurs à éviter les zones blanches. Donc tout ça, ce sont une situation de fait. Donc très clairement, ce moratoire ne changerait rien. Vous le savez pertinemment. Il n'a pas de valeur. Vous le savez tout autant que moi. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il ait grand intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je rebondis sur le terme que vous avez employé, qu'un débat démocratique et citoyen est indispensable. Mais encore une fois, on peut débattre d'un sujet, mais quand il a été décidé par l'État, sincèrement, je ne vois pas en quoi on va débattre sur un sujet qui a été décidé par l'État. Donc je vais mettre... excusez-moi, je vais d'abord demander ce que veulent les gens. Allez-y, je vous écoute. Je vais préciser mon avis, justement. Considérant que 63% des Français souhaitent la 5G, considérant que la France est le pays le plus en retard sur l'Union européenne pour le déploiement de cette nouvelle technologie, considérant que les études gouvernementales ont été techniques, non pas politiques, ont été en faveur de l'accord des différents prestataires de services que vous avez mentionnés, que par ailleurs l'ANSES, si vous entendez tous son résultat, ben là, désolé de vous décevoir, mais l'ANSES ne se prononce jamais clairement. J'en ai pour mémoire la polémique qu'il y a eu sur les petites billes qu'on met sur les terrains synthétiques. Si vous avez un avis tranché de l'ANSES sur un sujet précis, amenez-moi, je serais très heureux de le lire. Vous ne trouverez jamais d'avis franc de l'ANSES parce que par définition, ne se mouille pas pour ne pas engager sa responsabilité juridique et politique, parce que nombreux seront ceux qui s'en profiteraient pour les utiliser. Et donc l'ANSES n'émet jamais d'avis clair. Considérant enfin finalement que la ville de Paris avait fait un moratoire
Ce moratoire avait demandé la même chose que vous. Ce moratoire a été levé aujourd'hui parce que toutes les études ont confirmé, après les études et le débat démocratique, qu'il n'y avait aucun risque avéré sur ces nouvelles technologies. Vitaly Zellers ne votera pas, si elle devait être votée, cette mention. Ok, donc je vous demande si vous souhaitez qu'on présente cette motion, qu'on réintègre cette motion à l'ordre du jour pour pouvoir la voter. Qui est pour la réintégration de cette motion à l'ordre du jour? Merci. Qui est contre? Merci. Réponse. Alors, troisième et dernière question. Monsieur Johnston, je vous donne la parole. Oui, merci. D'abord, je m'excuse, j'ai envoyé ma question très tardivement. Ma question s'adresse à Monsieur Lomaillet. Comme depuis plusieurs années, la ville de l'Erre projetait d'organiser un nettoyage citoyen le samedi 20 mars dans le cadre de l'opération Hauts-de-France propre, avec un S, soutenue par le Conseil régional. Face aux évolutions des contextes sanitaires et donc réglementaires, les rassemblements de plus de 6 personnes sur l'espace public sont interdits. La région Hauts-de-France a décidé de reporter l'opération en mai 2021, suspendant de facto l'édition lersoise prévue prochainement. Les ramassages attendront donc, et c'est normal, dans ce contexte de sécurité sanitaire. Pour le moins, l'état de certains fossés de la ville témoigne que ce type de démarches sont tout autant utiles pour la propreté de l'espace public que pour l'engagement citoyen et la responsabilité collective. Ainsi, comme je l'avais évoqué en commission, il est dommage d'attendre l'unique initiative municipale pour la mise en place de telles démarches de ramassage. D'autres opportunités existent. Dans l'entité voisine d'Étain-Puy, plusieurs ramassages annuels se tiennent. En septembre, le World Cleanup Day connaît un succès grandissant. Permettez-moi par conséquent de solliciter l'état de votre réflexion, Monsieur Lomaillet, sur la proposition faite à la Commission d'une disponibilité de sacs, gants, perches ou chasubles, et surtout d'une brochure de sécurité et d'un moyen de dépose des déchets collectés pour faciliter l'organisation d'initiatives citoyennes tout au long de l'année, sans attendre la seule initiative municipale. Un tel dispositif serait bénéfique au cadre de vie et à l'implication citoyenne de proximité. Donc, comme la question s'adresse à Monsieur Lomaillet, je laisse Monsieur Lomaillet vous répondre. Monsieur Johnson, je vous remercie de vous intéresser aux travaux de notre 6e commission et je vais répondre à vos questions. Comme vous ne pouvez assister à notre prochaine réunion programmée samedi 13 mars, vous souhaitez en parler ce soir publiquement pour en connaître le déroulement. Et cela me permet aussi de mettre en lumière un sujet qui me tient à cœur. À propos du ramassage citoyen, je vous rappelle que lors de la réunion de la 6e commission du 1er décembre 2021, 2020, pardon. Madame Watrolo avait proposé une opération PAC écolo. C'est donc bien une initiative de la 6e commission. De plus, dans le LERS Info numéro 64 de fin février, ce projet est repris en page 19 avec un coupon réponse qui propose de s'inscrire au ramassage citoyen. Vous voyez que nous suivons ce projet. Ensuite, vous regrettez que le ramassage programmé le 20 mars ait été reporté en mai par le président de région du fait de l'épidémie. Certes, vous avez annoncé que vous seriez empêché pour assister et je le regrette. Mais nous devions appliquer cette décision et sachez que nous en sommes bien désolés nous-mêmes. Mais l'opération est déjà reprogrammée en mai, donc comptez sur nous. Par ailleurs, je vous précise aussi que 2 actions ont été programmées en parallèle. D'abord, l'enlèvement des déchets que vous évoquiez dans votre courrier. Le service CTM a commencé ce travail et je les en remercie. Mais après expertise sur le terrain, les fossés ont besoin d'un curage du fait d'un problème d'évacuation d'eau.
ce qui est planifié en étroite collaboration avec la MEL. Rendez-vous est pris courant la semaine prochaine par le service technique avec la participation de la ville de Touflers pour synchroniser cette opération très délicate. Deuxièmement, au sujet du ramassage citoyen. Le sujet est en cours d'étude afin de proposer prochainement un fonctionnement clair et sécurisé au Lersoir. Car au-delà de la simple mise à disposition du matériel et de sa restitution, nous devons nous assurer de la sécurité des personnes qui se porteront volontaires. Je le dis. Où puis-je intervenir? Quels déchets je ne dois pas ramasser? Le sujet fera l'objet lors d'une présentation prochaine en commission. Samedi, notre commission prendra l'initiative nécessaire pour la réussite de ce projet en liaison avec la MEL. Dommage que vous puissiez en être. Monsieur Johnston. Merci. Enfin, pour votre information, voici à ce jour le bilan des participants lersois que je remercie de leur participation. Opération Hauts-de-France, 20 familles. Opération ramassage citoyen, 11 familles, en sachant que les inscriptions sont prises jusqu'au 15 mars. Monsieur le maire et mes chers collègues, j'espère avoir résumé la situation avec précision et de façon définitive. La 6e commission poursuit ses travaux avec les membres présents. Monsieur Johnson, une remarque? Oui, parce que Monsieur Lomaillet semble vouloir changer mes propos. Il me semble pourtant avoir été clair en indiquant d'abord apaisément que je regrettais ce déport et que je le comprenais parfaitement. Monsieur Lomaillet a voulu transformer complètement l'inverse. Libre à lui, comme vous voulez. Quant à l'intervention de Madame Wautreau, effectivement, elle l'a dit. Elle a parlé d'un kit, mais elle l'a dit après mon intervention, puisque j'ai demandé de le mettre en questions diverses. Et elle a précisé qu'elle en avait parlé plus tôt, et je le reconnais, de la précision d'un kit. Sauf que lors de cette réunion, ce sujet n'est venu que lorsque cette intervention n'est venue que lorsque j'ai posé cette question. Si maintenant, quoi qu'il en soit, tout ça ne fait que parvenir à l'avènement de cette action. Pas de quoi vous énerver, monsieur Lomaillet. Merci pour la conclusion, elle est très bonne. Je garde la conclusion. On en restera là. Après voilà, je pense qu'on n'est pas. C'est simplement dommage qu'on puisse pas s'entendre plus sereinement. Je le déplore sur des bonnes idées. Je pense que toute bonne idée est à prendre. Nous la prenons. La 6e commission la prend. On va avancer sur ce sujet-là. Ce qui est important, c'est que. S'il vous plaît, encore votre attention, 30 secondes. Ce qui est important surtout, c'est que les rues soient nettoyées. Nous sommes d'accord, mais, comme l'a dit Jacques Lomaillet, en respectant des règles, bien évidemment, parce qu'on va pas envoyer les gens comme ça à se promener dans les rues. Vous savez comme moi que les trottoirs, ou encore plus quand il n'y a pas de trottoir libre, voilà, on peut pas non plus accepter de prendre des responsabilités. Il faut sensibiliser les familles. C'est un vrai travail citoyen, mais c'est aussi malgré tout un risque, donc il faut bien aborder l'ensemble du sujet. Voilà. J'en terminerai 2 petites secondes. J'ai 2-3 informations à vous donner qui me semblent importantes et qui sont consécutives au précédent conseil municipal. Et vous n'oublierez pas, on va changer la donne avant de partir, qu'il faut signer, mais comme Corinne est là-bas au fond, la pauvre, elle est relayée au dernier rang, vous irez voir Corinne pour... Ah, c'est ici. Bon, alors on change rien, vous viendrez signer là, pardon. Donc, c'est comme toujours, avant l'ordre, il y a le contre-ordre et inversement. Alors, vaccination à l'EHPAD et vaccination en général. L'EHPAD a pu bénéficier de livraison de vaccins pour les résidents et les professionnels intervenant à l'EHPAD, sachant que 6 doses ont pu être faites par flacon. Parce que il faut aussi avoir les bonnes seringues et pas seulement avoir les bons flacons. Ajouté aux aléas, bien sûr, puisqu'il y a quelques patients, quelques résidents qui n'étaient pas forcément là ou qui n'étaient pas en situation de pouvoir être vaccinés à l'instant T. Mais malgré tout, la vaccination a pu être élargie afin d'utiliser au maximum l'ensemble des doses reçues. La vaccination s'est déroulée sur 3 dates, 28 et 29 janvier, 18 février et aujourd'hui même.
À ce jour, tous les résidents et les professionnels de l'EHPAD, au sens large qu'ils souhaitaient et qui le pouvaient, ont pu être vaccinés. Soit 60 résidents de l'EHPAD, 10 personnes de l'accueil de jour, 60 résidents de la résidence des 80, 32 professionnels de l'EHPAD, les 6 agents de la résidence autonomie des 80, 12 agents ville ou CCAS qui interviennent fréquemment à l'EHPAD ou aux 80, 20 professionnels de santé et en collaboration avec les médecins généralistes de la ville, 16 les reçoivent grâce aux doses restantes, soit un total de 216 personnes qui ont toutes reçu 1 ou 2 doses du vaccin Pfizer. À l'avenir, l'EHPAD devrait également recevoir les doses nécessaires pour les futurs nouveaux résidents entrant à l'EHPAD. Cette vaccination nous permet de travailler un nouveau protocole pour alléger les contraintes en EHPAD. Je tiens à remercier le travail formidable des équipes de l'EHPAD, des équipes des 80, de la résidence autonomie des 80, mais aussi les professionnels de santé libéraux qui ont permis cette réussite, à la fois pharmacie et médecins traitants, voire médecins retraités qui sont venus nous aider, qui sont venus aider les équipes, moi j'ai rien fait, pour faire ces vaccinations. Je tiens à préciser aussi qu'on a eu la chance d'avoir la visite d'une députée qui est venue voir ce qui se passait et qui a été très très surprise parce que l'EHPAD a tenu à pouvoir vacciner les gens dans les meilleures conditions possibles. Certains résidents ne pouvant pas descendre, tout le système a été mis sur un chariot mobile pour pouvoir aller directement dans les chambres de certains résidents pour qu'ils aient le moins de stress, le moins de déplacement possible. Donc chapeau à toute l'équipe qui a fait ça. Alors, après la ligne d'appel vaccination, depuis sa mise en service le 26 janvier dernier, vous vous souvenez qu'on avait fait un tout petit point d'étape quand on s'était vu le 11 février, environ 200 personnes ont appelé ce numéro qui a été mis en place, numéro spécial. 120 personnes sur les 200 ont été inscrites pour les accompagner dans la prise de rendez-vous. Les autres personnes savaient en fait prendre rendez-vous de façon autonome et ont appelé croyant qu'il s'agissait d'un centre de vaccination. Sur ces 120, 65 ont déjà été vaccinés. 11 rendez-vous qui ont été pris par la mairie, 26 qui ont été vaccinés à l'EHPAD et 28 personnes qui ont pris rendez-vous par elles-mêmes. Voilà pour faire un point sur cette ligne qu'on a mis en place particulièrement. Un point rapide et après je vous laisse tranquille, mais je tiens à y revenir. Sur la restauration scolaire, comme la ville s'y était engagée, une nouvelle organisation de la restauration scolaire a été mise en place dès la rentrée des vacances de février, afin de pouvoir servir un repas chaud tous les jours à tous les élèves. Comme annoncé, la solution consistant à donner des sandwichs un jour sur 2 était transitoire et a surtout permis de maintenir le service de restauration tous les midis à tous les Lersois qui le souhaitaient. On n'a pas dû faire de choix difficile pour sélectionner certaines personnes. Ce service a demandé aux équipes de s'adapter une nouvelle fois et à la municipalité d'investir dans du matériel, parce que c'est bien de créer une nouvelle restauration décentralisée, mais il faut pouvoir respecter les normes HACCP, il faut avoir du matériel chauffant, on ne peut pas utiliser celui qui est déjà utilisé à la restauration. Donc tout ça, mes chers amis, ça coûte de l'argent. Et de recruter du personnel supplémentaire aussi, parce que là aussi, c'est bien de démultiplier les lieux, mais on y met du personnel aussi pour information. Et après, on nous reproche d'avoir une masse salariale importante. Mais bon, afin de réussir à servir des repas chauds dans un temps limité, je tiens à souligner que les équipes du service des écoles et de la restauration ont fait un super boulot. Et je tiens, en accord avec les écoles, avec le monde enseignant, n'est-ce pas, Monsieur Furnari, il est à souligner que la pause méridienne n'a pas empiété sur le temps scolaire, préservant au maximum les apprentissages de nos enfants. Seules 4 classes de l'école Léonard de Vinci ont eu leurs horaires modifiés pour permettre d'échelonner les repas. Voilà, j'en termine sur 2 petites choses. Une réponse rapide sur les attributions de logements dans la nouvelle construction du quartier Cariem, puisqu'on nous disait qu'il y avait un logement qui avait été attribué à un Lersois sur 26, alors qu'on n'avait pas encore fait l'ensemble des attributions de logement, je vous le rappelle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est terminé, et il y a 15 Lersois sur les 26 logements, pour information. J'aime bien les chiffres, et j'aime bien donner les vrais chiffres quand on les connaît. Donc aujourd'hui on le connaît, et donc c'est bien 15 sur 26. Et enfin, je vous rappelle, mes chers amis, qu'est-ce qu'on disait? C'était quoi, mes chers collègues? Mes chers collègues, je vous rappelle la tenue des bureaux de vote les 13 et 20 juin prochains
pour les élections régionales et départementales. Nous avons besoin de vous. Donc merci de répondre aux sollicitations que vous avez de l'équipe municipale pour pouvoir participer à la tenue des bureaux. Je vous rappelle qu'on va devoir faire 2 bureaux par bureau, un pour les régionales, un pour les départementales. Donc il nous faut, permettez-moi l'expression, le double de personnel. Donc on a besoin du monde. Donc je vous le rappelle, c'est important et ce sera le 13 et le 20 juin. Voilà, je vous remercie. Vous n'oubliez pas de venir signer. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci.